bonsoir, bienvenue à cette capsule sur les événements. Les événements sont un des pans très importants de la programmation en général et de JavaScript en particulier. C'est quelque chose, les événements, c'est une mécanique qui nous permet de redonner à notre programme une portion de contrôle pendant un certain temps. Parce qu'on sait que quand notre programme a terminé de faire son application comme telle, elle n'a, si ce n'était des événements, elle n'aurait aucun moyen de pouvoir réagir à ce qui se passe à l'écran. Par exemple, l'usager pourrait cliquer sur un élément à l'écran et le programme ne pourrait pas faire quelque chose pour réagir à ça. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va commencer par faire cliquer notre usager dans le fond de notre écran et faire réagir notre programme à ce clic-là. On y va. Donc, un événement, il y a trois aspects à un événement. Il y a l'objet sur lequel l'événement est appliqué. Pour l'instant, ça va toujours être un objet HTML, donc un objet DOM. Ça va être un peu plus tard, on va voir d'autres objets sur lesquels on peut appliquer des événements. Il y a le nom de l'événement comme deuxième aspect et il y a la fonction qui va nous permettre de réagir, donc le processus comme tel. À l'intérieur de mon main qui s'exécute lorsque ma page est chargée, je vais rajouter sur mon document.body, je vais rajouter un event listener, add event listener. Et ce add event listener-là, vous voyez, j'ai déjà mis le premier aspect, c'est-à-dire l'élément sur lequel je veux l'appliquer, c'est le document.body. Le deuxième aspect, c'est le nom, ça va être le clic. Donc, je veux que mon application réagisse lorsque je clique sur mon body, sur le body, c'est-à-dire dans ma page en général. Et le troisième aspect, c'est une fonction. On doit lui donner une fonction. Pour faire ça, on va lui donner une fonction anonyme. Je sais qu'on a vu les fonctions anonymes très rapidement, mais on va commencer à les apprivoiser tranquillement, pas vite. La première étape, c'est d'apprendre par cœur comment faire la fonction. Pour les événements, la fonction, c'est toujours la même chose. Ça va être E. E, c'est le nom d'une variable, donc vous pouvez la nommer comme vous voulez. E, c'est pour événement. Moi, je l'appelle E parce que c'est commode d'avoir une seule lettre dans cette circonstance-là. Égal plus grand que. Et ensuite, je mets ma paire d'accolades. J'oublie pas de mettre mon point-virgule à la fin. Ensuite, dans mon programme, ce que je dois faire, je dois lui indiquer qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que mon programme fait lorsque l'usager déclenche un événement clic sur le document.body. On va faire un traditionnel alert. On va faire le alert de ouch. Point d'exclamation. OK? Si je sauvegarde ça, vous remarquez qu'il ne se passe rien présentement parce que mon programme, il s'est exécuté. Et c'est seulement si je clique à l'intérieur de mon body qu'il va y avoir le message ouch. Là, je ne voudrais pas faire tout plein de alerts dans mon programme. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arranger pour que mon affichage s'affiche dans le bas de ma page. J'ai créé un petit div avec le ID affichage à cet endroit-là. Et j'ai créé une fonction qui s'appelle dis.affichage ou de dis.afficher. Et ce que ça fait, c'est que ça fait tout simplement afficher le contenu de ma fonction, donc le paramètre que j'envoie. Ça le fait afficher dans la zone noire qui est en bas. Je clique, ça devrait faire ouch. Ouch lorsque je clique dessus. Vous remarquez, il reste un certain temps, puis après ça, il disparaît. C'est voulu comme ça. OK? Donc, vous devez vous poser plusieurs questions, comme par exemple, à quoi sert le E? Pourquoi on a besoin du E? Le E, c'est l'objet, c'est un objet event, un objet événement qui me permet de savoir quel est l'événement qui a été déclenché. Mon événement, lui,
ma fonction qui gère un événement va toujours être identique. Donc, à l'occasion, je vais avoir besoin de savoir est-ce que c'est un clic, est-ce que c'est un bouton de droite, est-ce que c'est un double clic, est-ce que c'est une touche qui a été enfoncée, une touche de clavier qui a été enfoncée, est-ce que c'est une animation qui a terminé. J'ai besoin de savoir ça. Et j'ai besoin également parfois de savoir sur quoi la personne a cliqué. OK? Lorsque je vais cliquer, lorsque je vais utiliser mon programme, je vais faire fonctionner mon programme, parfois, je vais avoir besoin d'aller chercher cette information-là. Il y a un paquet d'informations comme ça que le E me permet d'avoir. Comme par exemple, si à la place de ouch, je dis e.type, je vais chercher la propriété type de mon objet event, de mon objet E. Je sauvegarde. Et là, lorsque je vais cliquer dessus, ce que ça va écrire clic. Parce que le type de mon événement, c'est clic. Évidemment, la plupart du temps, on n'a pas besoin de le savoir parce qu'on est dans un événement clic, mais parfois, on va avoir une fonction qu'on va avoir mis à l'extérieur, on va le faire tantôt, qu'on a mis à l'extérieur et qu'on se resserre de la même fonction pour un événement clic, pour un événement mouse down ou mouse up. Ça arrive parfois qu'on va recycler nos fonctions de cette façon-là. Et à l'occasion, on va avoir besoin à l'intérieur de notre fonction de savoir, pour X raison, de savoir sur quelle sorte d'événement on est tombé. Une autre des choses qui est intéressante de savoir, de savoir par rapport au E, c'est que ça nous permet de savoir s'il y avait une touche de modification qui a été enfoncée. Donc, je vais l'essayer. Je vais rajouter une petite ligne de code. If e.shift key est égal à true, à ce moment-là, je veux faire afficher. Donc, affichage, afficher. OK. Donc, je veux afficher le mot shift. C'est en majuscule. Donc, si je fais seulement cliquer, là, présentement, je n'enfonce pas le Shift. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit juste, il écrit seulement clic. Mais si je fais Shift en même temps, là, il va rentrer dans mon if et il va en plus afficher le Shift, ce qui va écraser l'autre que j'avais mis. Donc, si je ne fais pas Shift, ça fait seulement clic. Si je fais Shift, ça écrit Shift. Okay? Parce que mon programme, je l'ai fait de cette façon-là. C'est parmi les choses qui auront été qu'on peut aller chercher à l'intérieur de notre Quelle autre sorte d'événements on peut avoir? On peut avoir des événements de touche, comme par exemple, si à la place de clic, je mets key down. Il y a énormément d'événements, on ne pourra pas les passer tous. De toute façon, là, ce qu'on veut, c'est seulement savoir comment rajouter des événements à un objet. Comment capter l'événement qui a été déclenché par un objet, sur un objet. Donc, key down, c'est un événement qui va se déclencher lorsque j'ai une touche qui est enfoncée sur mon clavier. Donc, je retourne dans mon code et si je fais Shift, par exemple, j'aurai une touche qui va avoir été enfoncée. Donc, si je fais clic, je n'ai pas sauvegardé, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je trouvais ça bizarre aussi, je n'ai pas sauvegardé. Là, donc, en sauvegardant, là maintenant, lorsque je clique, vous remarquez, il ne se passe plus rien parce que j'ai enlevé, en changeant le nom de mon événement, j'ai enlevé l'événement clic. Et maintenant, j'ai un événement key down. Et si je clique sur, par exemple, l'espace, vous allez voir qu'il marque key down. Donc, il marque le type de mon événement, key down. Encore une fois, key down. Si je fais shift, ça fait shift. Parce qu'il rentre quand même, c'est un événement key down qui va également checker s'il y a le if, qui est le shift qui a été enfoncé. Donc, ça fait shift. Pourriez-vous demander, ouais, mais si je veux savoir quelle est la touche qui a été enfoncée, bien, une des choses que je pourrais faire, c'est encore une fois consulter le E. Le E, il y a lorsque c'est un événement de touche, le E va avoir une propriété qui s'appelle key, qui va nous indiquer quelle touche a été enfoncée. Si je sauvegarde, je vais avoir, je retourne dans mon code. Si je fais Shift, ça va afficher Shift. Voilà, c'est sûr que ça va afficher Shift. Si je fais flèche par en haut, ça dit Array Up. Si je fais flèche à gauche, array left. À droite, array right.
Et si je fais, par exemple, Y, ça va afficher Y. Si je fais Y majuscule, ah ben là, il y a le shift qui entre en jeu à ce moment-là. Donc, il y a le Y, le T, le G, et ainsi de suite. OK? Si je fais CTRL, ça va écrire CTRL. OK? Si je mets en commentaire... Ah non, je n'ai pas besoin. On va le laisser comme ça. OK? Fait que voilà pour ce qui est de comment ça fonctionne. Donc, si je résume ce qu'on a jusqu'à maintenant, j'ai un élément, ça peut être n'importe quel élément dans la mesure où j'ai réussi à aller le chercher soit avec un query selector ou bien avec un getElementById. En l'occurrence, je n'avais pas besoin, je voulais que ça s'applique au document.body au complet. J'ai également le nom d'une touche, le nom d'un événement, et j'ai finalement la fonction, ce qu'on appelle un écouteur. J'ai l'écouteur qui est la fonction qui va réagir lorsque mon événement va se produire. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai un petit exemple à faire avec ça. Je vais m'arranger pour que, pour replier le texte qui est à l'écran. Ça veut dire que si je clique sur « Cliquez-moi », je vais avoir ça ici qui va disparaître, comme si je le fermais. Si je clique là-dessus, ça devrait faire disparaître le paragraphe qui est tout de suite en dessous. OK? Pour faire ça, ce que je dois faire, je vais commencer par capter le clic qui se trouve sur le « Cliquez-moi ». Pour faire ça, là, je ne vous le montrerai pas, là, mais ce sont tous des H2. Dans le index.html, ce sont tous des H2. Donc, je m'arrange pour aller chercher le H2. Donc, document.querySelector. Query Selector. Entre parenthèses, H2. Là, ça va aller juste chercher le premier, mais tantôt, dans un deuxième temps, on va s'arranger pour que ça le fasse avec tous les H2 qui se trouvent dans la page. Donc, document.querySelector. Et là, ce qu'on veut, c'est que la chose qui se trouve tout de suite après, donc le paragraphe qui se trouve tout de suite après, l'enfant suivant, se dématérialise, si on peut dire, se cache, si on peut dire. OK? Donc, je vais commencer par aller récupérer mon enfant suivant. Je vais l'appeler suivant, var suivant, ou j'aurais pu l'appeler prochain, ou next, quelque chose dans ce genre-là. Donc, je l'appelais suivant. Var suivant est égal, j'ai oublié de le mettre dans une variable, donc je vais y aller pour var h2 est égal à ça. Mon suivant, ça va être h2.next element sibling, le premier qui me donne comme choix. Next element sibling. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver le prochain élément, la prochaine chose qui n'est pas du texte libre dans la balise parent. Et il va me permettre de faire quelque chose avec. Ce quelque chose-là, c'est tout simplement le faire disparaître. Donc, suivant, point style, point... Oups, pourquoi il m'a complété ça de cette façon-là? J'ai aucune idée, mais il me fait ça à l'occasion. Style, point, display, égal à none. Point virgule. Je sauvegarde. Là, je me demande... Ah oui, c'est parce que j'ai touché à une touche. Je suis dans un key down. En fait, ce qui vient de se produire, c'est que je me suis arrangé pour que mon élément se cache lorsque le main est exécuté. OK? Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il se cache seulement lorsque je clique sur mon H2. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un événement. Là, je voulais tester, voir si ça fonctionnait. Je vais rajouter un événement sur le H2 pour que ce qu'il y a ici ne s'exécute que lorsque je clique dessus. OK? Donc, à l'intérieur de tout de suite après mon H2, je vais faire H2. Add event listener. Add event listener. Ça va être lorsque je fais un clic. Je pourrais marquer DBL clic, ça ferait double clic, mais je vais y aller pour le clic traditionnel. Clic, virgule. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est E égale plus grand que et des accolades. Point virgule. Et je vais mettre ce qu'il y a dedans ici.
ce qu'il y a tout de suite après, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, Alt, flèche par en haut, me permet de déplacer les lignes. Ma prochaine étape, ça va être de m'arranger pour ne pas avoir à utiliser le H2 à l'intérieur de ma fonction. Si je peux, dans mes fonctions, dans mes écouteurs, si je peux éviter de référencer quelque chose, de me référer à quelque chose qui existe à l'extérieur de ma fonction, je vais m'en sentir mieux. Et pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le target. Le target, c'est ce qui a déclenché mon événement. Donc, point, et je ne prendrai pas target. Le mot target qui existe, on va voir tantôt la différence entre les deux, mais c'est e.currentTarget. e.currentTarget. Ça, c'est le H2 sur lequel je vais avoir cliqué. Okay? En fait, c'est le H2 sur lequel j'ai généré mon écouteur. J'ai appliqué mon écouteur. Donc là, à ce moment-là, ce qui va se produire, si je sauvegarde ça, OK, la disparition ne va s'exécuter que lorsque je clique dessus. Ça ne s'exécute pas sur les autres, je l'ai appliqué à un seul des H2, on va arranger ça tantôt. Mais là, le problème, c'est que ça s'exécute une seule fois, puis après ça, je ne peux pas réafficher mes éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me rajouter un petit if. If, s'il est déjà anon, à ce moment-là, je le mets à chaîne vide. Donc, je vais faire une petite copie de ça. Donc, s'il est égal à none, à ce moment-là, je vais faire une chaîne vide. Sinon, je vais tout de suite mettre mon else. Sinon, je le mets à none. Donc, je fais ça. Copier. J'en ai besoin d'un deuxième. Ici, coller. Chaîne vide. Donc, ce que je fais, si je résume, si mon style est déjà égal à none, à ce moment-là, je lui mets chaîne vide, donc je le vide. Donc, il va avoir la valeur par défaut. Sinon, s'il n'est pas déjà à none, je le mets à none. Donc, j'ai mon élément qui fonctionne présentement. J'ai juste à cliquer dessus et je clique encore une fois dessus et je clique dessus et je m'amuse pendant des heures là-dessus avec ça. OK? Ma prochaine étape, ça va être de dire, je voudrais l'appliquer à tous les H2. Je pourrais faire un copier-coller de ça, puis m'arranger pour aller chercher le deuxième H2 de End of Type 2. Ça ne serait pas vraiment une bonne idée. En fait, ce que je veux, c'est aller chercher tous les H2 et l'appliquer sur tous les H2. Fait qu'à la place, je vais faire un petit quelque chose qu'on n'a pas vu encore ou qu'on a vu très rapidement si on l'a vu. C'est le Query Selector All. Le Query Selector All, c'est un petit changement sur le Query Selector qui nous retourne un paquet d'éléments. En fait, qui nous retourne tout ce qui correspond au sélecteur. Donc, je vais juste changer son nom. Je vais l'appeler LESH2. LESH2 est égal Query Selector All de H2. Et là, ce que je dois faire une boucle pour être capable de l'appliquer à tous mes éléments. Donc, pour faire ma boucle, ce que je vais faire les H2, .forEach, j'ouvre la parenthèse. ForEach, on l'a vu rapidement, je fais juste le réexécuter, là, ça ne fait pas partie de la matière de ce tutoriel-là, de cette capsule-ci. OK? Donc, les H2, ForEach 1, H2, on va le voir en temps et lieu, en détail, le ForEach éventuellement, est égal, plus grand que, des accolades. OK? En gros, ce que ça fait, c'est que ça regarde chacun des H2, un à la suite de l'autre. Ça le met à l'intérieur d'une variable qui s'appelle 1H2. Et ce 1H2-là, j'ai juste à l'utiliser dans mon document. Donc, 1H2.addEventListener. Donc, je fais le tour de tous les H2. Je récupère un H2, un à la suite de l'autre. Ensuite, chacun de ces H2-là, je leur applique un événement clic dessus. Je sauvegarde. Et là, vous allez constater que
Si je clique dessus, si je clique sur le deuxième, le troisième, je suis capable de toutes les plier et de toutes les déplier un à la suite de l'autre.